Les violences qui traversent la société israélienne, une conférence de La Paix Maintenant, J. Cole, défendent la démocratie israélienne et les démocrates en action. Bonsoir à tous. C'est la troisième réunion que nous organisons conjointement avec La Paix Maintenant de, du collectif Défendre la démocratie que Sylvie Lidji présente à ce Zoom anime où elle traduit beaucoup d'articles de la presse hébreu en français. Et troisième collectif, les démocrates mobilisés qui regroupe un ensemble francophones vivant en Israël qui milite depuis plusieurs années contre toutes les réformes d'abord juridiques qu'a voulu mettre en place ce gouvernement et qui soutient effectivement le combat des forces libérales en Israël de façon plus large. Et c'est pour ça que nous avons décidé conjointement d'organiser un certain nombre de réunions, celle-ci la troisième. Je vous rappelle, pour ceux qui ne les ont pas vues, ils peuvent voir sur notre site les enregistrements des réunions précédentes. La première, qui avait été organisée au mois de février, avait pour thème vers une intensification de l'offensive contre la démocratie, où on avait entendu une journaliste, une avocate, un militant associatif qui avait parlé un peu de l'ambiance des manifestations existantes à ce moment-là en Israël. La seconde réunion, nous l'avons organisée le 23 mars sur le thème Israël face au messianisme politique, où là, on avait entendu des témoignages sur la place ce qu'on appelle les messianistes juifs aujourd'hui en Israël sur la politique et leur influence à la fois idéologique et politique. Cette réunion, nous avons décidé de la consacrer à une thématique qui est malheureusement d'actualité de plus en plus en Israël, celle des violences. Violences en Israël, dans la société israélienne, violences dans les territoires, de façon générale, violences à la Knesset, dans les débats parlementaires, etc. Je vais laisser le soin à David Banishai, qui va animer cette réunion, de vous présenter nos invités, qui va introduire cette réunion plus précisément. Un dernier point que je souhaite dire, c'est que on a prévu d'organiser une quatrième réunion avant les élections. Elle devrait avoir lieu fin juin. La date n'est pas encore tout à fait fixée, vous le saurez. Et là, on fera plutôt un débat avec des journalistes francophones en Israël qui pourront répondre à vos questions. Alors, j'ai beaucoup parlé des élections. Comme vous le savez, ces élections qui devaient avoir lieu de toutes les façons cette année et au plus tard le 27 octobre, il est possible, en Israël, on ne sait jamais exactement si les choses qui sont possibles peuvent se réaliser, mais en tout cas, il est possible qu'elles soient anticipées, c'est-à-dire que la Knesset actuellement en place vote sa dissolution. Elle a déjà voté dans une première lecture cette dissolution. Il doit y avoir encore d'autres votes pour confirmer cette dissolution. C'est un exercice que le pouvoir actuel gère tout à fait en fonction de ses propres intérêts. Ils sont en train de faire voter un certain nombre de lois sur lesquelles peut-être David tout à l'heure pourra donner plus de précisions pour renforcer leur coalition et renforcer tous les acquis qu'ils ont déjà obtenus par les votes qu'ils ont déjà faits au Parlement. Et c'est pour cela qu'il est possible que cette solution ne soit pas immédiate, mais soit repoussée encore. Mais néanmoins, pour nous, et c'est pour ça qu'on organise ces réunions, c'est très important d'abord que tous les Israéliens vivant à l'étranger aillent voter le jour des élections. Pour cela, tout à l'heure, vous pourrez trouver dans le chat des précisions sur une organisation qui a été mise en place depuis les États-Unis pour faciliter le départ des Israéliens vivant à l'étranger qui pourraient voter. Il y a une estimation entre plus de 600 000 Israéliens vivant à l'étranger, de l'Australie au Canada, en passant par l'Amérique latine et l'Europe, évidemment. Et l'objectif est au moins que 10% d'entre eux aillent voter. C'est très important parce que les estimations sont que deux ou trois mandats, entre guillemets, du camp libéral dans toute sa diversité dépendent du vote des Israéliens qui se trouvent à l'étranger et chaque voix est très importante. Alors, cette organisation ne finance pas le voyage, mais elle met en place
disons, une logistique qui permettra à ceux qui ont le droit de voter, qui sont inscrits sur les listes électorales, parce qu'en Israël, on ne peut voter qu'en Israël, on ne peut pas voter à l'étranger, pour leur permettre d'avoir des places dans des vols. Donc, vous allez donc retrouver dans le chat les coordonnées de Défendre la démocratie, dont un des quatre groupes qui organise cette réunion de ce soir, qui est chargé de relayer en France le projet de Flying Vote, et de façon à ce que, ils puissent s'inscrire. Ça, c'est uniquement pour les Israéliens qui ont le droit de vote. Pour tous ceux qui n'ont pas le droit de vote, ben, encouragez vos amis, si vous en avez en Israël, à voter. En tout cas, d'abord à voter, c'est déjà très important, et surtout à voter pour qu'il puisse y avoir un changement de gouvernement. On l'espère tous dans les mois à venir. C'est crucial, ces événements sont cruciaux pour l'avenir du pays et de la diaspora. J'ai moi-même écrit un long article à ce sujet dans la revue K, pour ceux qui la connaissent. Vous pouvez retrouver cet article sur le site de J-Call. Il existe en français, il existe aussi en anglais. Donc, je vous encourage à le lire. Vous aurez les réponses à, en tout cas, beaucoup de questions que vous pourrez vous poser sur les enjeux de ces élections. Voilà. J'en finis là pour ce soir en ce qui me concerne. Je reprendrai la parole tout à l'heure quand vous poserez des questions. Et de là, je passe maintenant la parole à mon ami David Ben Ishai, qui va prendre le relais. À toi, David. Merci David. Écoutez, bonsoir à tous. Vous êtes très nombreux, c'est très impressionnant. Je suis très content. Et je vais commencer peut-être par le moment où s'est déclenché l'envie de traiter le sujet des violences qui traversent la société israélienne. C'était il y a quelques mois, c'était le lendemain ou quelques jours après Yom HaAtzmaut. Et je pense que vous vous souvenez, pour ceux qui suivent l'actualité, du meurtre atroce du jeune Yemanu Zeleka à Petah Tikva, un jeune qui était en train de faire son boulot dans une pizzeria le soir de Yom HaAtzmaut et qui a été sauvagement assassiné par des très jeunes, par des jeunes qui étaient venus faire le balagan à l'intérieur de la pizzeria et à qui il avait demandé gentiment de quitter les lieux. Ça s'est mal terminé. On a vu toutes les caméras et c'était absolument terrible. Mais ce n'est pas un cas isolé. 2 jours plus tard, il y a le jeune Destao Tsekol à Beersheba, 19 ans, assassiné dans des conditions absolument terrifiantes. Je crois que tout Israël est marqué, en plus de ce qu'on vit avec le 7 octobre, avec les guerres, etc., de ces violences juvéniles qui se démultiplient. Le secteur arabe, je l'ai évoqué dans le petit flyer qu'on a préparé, qui est aussi confronté à un nombre de morts absolument gigantesque. On a plus de 700 morts, ce qui double, triple le nombre de morts du fait de la criminalité dans le secteur arabe. Mais c'est aussi, et c'est pas seulement des voyous entre eux, c'est le Hadj al-Joulia, le jeune Mohamed Hadas, 15 ans, qui prend une balle perdue, qui meurt instantanément. On a à Rat, un règlement de compte dans un village bédouin du sud, une petite fille qui n'a pas 1 an, qui est grièvement blessée. Donc on a le sentiment d'un déchaînement de violence. Pour ceux qui suivent l'actualité, vous avez vu il y a quelques jours, avec cette loi d'enrôlement, vous avez une contestation du côté orthodoxe, des franges les plus radicales. On les voit bloquer les routes, mais là récemment, ça a passé un stade où on voit 60, 70, 100 jeunes orthodoxes radicalisés qui attaquent un commissariat. On les voit rentrer, ça c'était une première, dans la maison et saccager la maison du juge Solberg, accessoirement le vice-président de la Cour suprême et aussi le président de la commission électorale. Et on pourrait comme ça démultiplier les exemples avec ce sentiment que quelque part la violence se retourne contre nous. Alors, je ne vais pas évoquer tous les domaines. Si on avait un peu plus de temps, on aurait pu passer domaine par domaine. Mais vous avez absolument, dans tous les secteurs, que ce soit les accidents de la route, que ce soit tout ce qui est la violence intrafamiliale, vous avez une explosion de ces phénomènes de violence. Alors évidemment, on est dans un contexte où on a le sentiment que la valeur vie est en train de décliner, ce qui est assez fou dans notre histoire en tant que juifs, et que d'autres valeurs prennent le pas sur la valeur vie, et qu'on est entouré dans une ambiance de mort nihiliste, de catastrophes, de guerre, etc. Alors évidemment, personne ne peut passer à côté du 7 octobre, mais il faut bien voir qu'il y a une toile de fond, et ce sera notre premier débatteur, il y a une toile de fond qui sont les exactions
pour ne pas dire les pogroms qui sont commis quotidiennement par les jeunes des collines, les colons. On aura plus d'éléments avec Lior, que je vais présenter bientôt. Je voudrais vous soumettre, avant de passer la parole, évidemment, à une réflexion. Il y a quelques jours, j'écoutais une interview de Eva Illouz, la sociologue, qui discutait avec Delphine Orwiller et qui parlait d'un phénomène assez intéressant qui était une espèce de maladie auto-immune. Comme si finalement tout se retournait contre nous, comme si nous ne savions plus identifier les parties saines des parties malades et qu'on s'attaquait soi-même. Et moi, je voudrais vous apporter un autre éclairage, celui que j'avais eu l'occasion de discuter il y a quelques bonnes années de ça avec Boris Cyrulnik sur la résilience. C'était à l'époque mon thème, le thème sur lequel je travaillais. Et on parle beaucoup en Israël de résilience. Nous sommes une société résiliente. On met en place toutes sortes, finalement, de dispositions, de dispositifs pour augmenter la résilience. Ce qu'on dit moins, ce qu'on sait moins, c'est qu'il y a, contrairement à ce qu'on pense parfois, des effets secondaires à la résilience. Quand vous êtes résilient, ça veut dire que vous êtes capable de développer des compétences, des stratégies, des choses exceptionnelles par rapport à un environnement qui est hostile, par rapport à des attaques, et vous devez survivre, vous devez réagir, et vous développez toutes ces compétences. Quand l'environnement n'est plus un environnement d'hostilité, n'est plus un environnement, vous avez gardé ces compétences. Et d'une certaine manière, pour nombre d'entre nous résilients, on devient inadapté. C'est-à-dire que d'une certaine manière, on va réagir, on va surréagir à des situations qui ne sont pas nécessairement adverses, qui ne sont pas nécessairement hostiles, et on va se retrouver à surréagir. Je voudrais aller plus loin, à surréagir. Justement, cette surréaction, je vous rappelle qu'on a subi une attaque sans précédent dans l'histoire de l'État d'Israël, le 7 octobre. Je pense qu'il n'y avait pas eu autant de violence subie depuis la Shoah. Et on ne peut pas non plus ne pas voir, d'une certaine manière, une forme de surréaction. Et à la fois avec cette surréaction aussi, la nécessité de ne pas voir à Gaza, de ne pas voir ce qui se passe en Cisjordanie, c'est là-dessus qu'on va se concentrer. Et je dirais que, quelque part, ce mode de fonctionnement, cette violence auquel on s'habitue, ces regards qu'on veut plus porter sur les endroits où on doit être révolté, où la valeur vie doit venir d'une certaine manière au devant, quelque part, on est épuisé, quelque part, on est sous le coup d'une multiplication d'actes. Et donc, c'est un petit peu le contexte dans lequel nous nous retrouvons depuis un certain moment. Alors évidemment, aborder la démultiplication des différentes formes de violence dans la société israélienne, on aurait pu faire un séminaire de 3 jours avec de très nombreux intervenants, des abords très différents, psychologiques, sociologiques, politiques, historiques, pour circonscrire ce thème qui est un thème extrêmement grand. Et donc, on a pris parti avec l'équipe avec qui on a travaillé, on a pris un double parti. Le premier, c'était de dire, il y a une toile de fond permanente, un bruit permanent qui devrait nous réveiller et qui, quelque part, génère probablement, et on verra ça avec Lior, je vais présenter, quelque chose de l'ordre d'une certaine forme d'indifférence, quelque chose de l'ordre d'une apathie. C'est aussi l'apathie lorsqu'on est attaqué de tous bords, c'est aussi une des réactions qu'a le psychisme humain, c'est de se mettre en veille parce que c'est trop, parce qu'il n'en peut plus. Et donc ça, c'est un des angles, cette violence permanente qui est autour de nous et qui est à côté de nous, et peut-être qu'on ne regarde plus et sur lesquels il faut évidemment mettre toute l'attention. Et puis il y a une autre violence, on l'a évoqué, je pense que je sais qu'en France, il y a toutes sortes de débats politiques et qu'il y a des propos. Évidemment, nous sommes visés avec des propos antisionistes, antisémites, mais ce qui se passe en Israël depuis 4 ans, dans la façon d'attaquer l'État de droit, dans la façon d'attaquer les institutions, fait qu'on voit bien, et c'est peut-être ce qu'on fera avec notre deuxième intervenante, des interactions, la façon dont ces différentes formes de violence sont en réaction, sont en miroir, sont catalysées par une action politique. Donc, je vais présenter nos intervenants. Donc, on a le bonheur d'avoir avec nous ce soir
Lior Amichai, qui est le directeur exécutif de Shalom Arshav. Il est expert reconnu des dynamiques de terrain. Il s'est imposé comme une référence incontournable en matière d'analyse géopolitique et de toute la cartographie en Cisjordanie. Il a un master de droit de l'homme obtenu à l'Université de Londres, à l'UCL. Il a fait de nombreux travaux, il a écrit de nombreux travaux, et il est surtout un interlocuteur clé, prépondérant des instances nationales et internationales et des grands médias sur ce qui se passe en Cisjordanie. Et puis, nous aurons... Alors, il y a eu un petit changement pour ceux qui ont suivi toute la communication qu'on a fait. Du fait de la situation, vous n'êtes pas sans oublier, sans voir que il y a eu à nouveau des tirs de missiles hier, qu'on s'est retrouvé ce matin à nouveau très tôt dans les abris. Et donc, de fait de cette situation, Yahya Fin, qui est un activiste politique connu, une des figures de proue finalement du mouvement de contestation, a dû en dernière minute, pour les raisons de sécurité, se décommander. Il s'en excuse platement, et donc je vous transmets ses excuses. Mais nous avons le bonheur d'avoir avec nous, qui va arriver un petit peu plus tard, Nava Rosolio. Moi, personnellement, je la connais puisque c'est une très jeune avocate, extrêmement active, extrêmement visible, extrêmement pertinente. Elle a été, moi je l'ai vue souvent, je l'ai suivie même depuis Balfour, dans la mobilisation des militants aux côtés, face aux habitations des différents ministres ou des différents députés selon l'actualité. Nava est née à Jérusalem dans une famille religieuse de droite. Elle est une figure évidemment de la contestation qui est incontournable. Elle commence ses activités militantes à Balfour en 2020 et reprend le flambeau d'une certaine manière de ce mouvement. Le mouvement de contestation de 2023 à Kaplan, et même déjà dès Balfour, est un mouvement extrêmement féminin. Je pense à Chikma Bressler, je pense à Orly Barlev. Beaucoup de femmes ont pris les devants de ce mouvement, et donc Nava en fait partie. Voilà, donc c'est une personnalité qui a très vite fait sa place, et on peut dire aujourd'hui qu'elle va, comme Moshe Radman, comme Ami Dror, comme Michel Moran, rejoindre le parti des démocrates de Yair Golan. Et avec elle, on abordera la question de l'interaction qu'il y a entre l'action du gouvernement, c'est les spécificités de ces actions, de ces lois qui sont votées, et la recrudescence des violences dans la société israélienne, les différentes formes de violence, mais ce sera dans un deuxième temps. Pour l'heure, merci Elior d'être avec nous, de nous faire un état, si tu veux bien, un état des lieux de ce qui se passe en Cisjordanie, Judée-Samarie, on appellera ça comme on veut, mais il y a une réalité où on a tous les jours, de la violence, une violence qui ne s'arrête pas. Et moi, quelque part, je me demande, est-ce que ce sont le demi-million de gens qui vivent en Judée-Samarie qui participent de ça? Est-ce que d'une certaine manière, le gouvernement est derrière? C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans un mouvement, on va dire, spontané, ou un mouvement qui est déjà piloté? Est-ce que l'État d'Israël est en train de faire un nettoyage ethnique? Ce sont les grandes questions que je me pose. Je suis Lior Amichai et je suis le directeur du mouvement Shalom Arshav depuis 3 ans et demi maintenant. J'ai commencé à travailler avec Shalom Arshav comme directeur général dès que ce gouvernement actuel a été élu. J'ai considéré que c'était une occasion très importante de revenir à l'activisme pour avoir une influence sur le pays qui est si cher à mon cœur et pour ceux qui se battent pour son avenir. Il me faut dire que à Shalom Arshav, nous avons une seule mission, à savoir promouvoir la solution des deux États et terminer l'occupation israélienne des Palestiniens. C'est ce qu'on fait du matin au soir. Nous essayons d'influencer le public, les députés de la Knesset, les réseaux sociaux, la presse et les décideurs. C'est donc là notre mission et c'est ce que nous essayons de faire, entre autres. Nous avons aussi des chercheurs qui suivent de très près tout ce qui se passe dans les territoires pour nous amener une réalité précise
de la manière dont les colons et le gouvernement changent les territoires concrètement, et cela nous permet aussi d'analyser ce qui signifie ce qui se passe. Eh bien, je voudrais vous parler aujourd'hui, on m'a demandé de parler de la menace des habitants des implantations, du terrorisme juif. Donc, rapidement, je voudrais résumer ce qu'est le terrorisme des habitants des implantations et ce que cela signifie. La chose la plus importante à mes yeux, c'est de comprendre que le terrorisme des colons est un instrument politique, une violence politique ayant pour objectif d'obtenir des résultats politiques. Ces résultats politiques, c'est l'expulsion des Palestiniens et la prise de contrôle de leurs terres. Ça n'est pas du sadisme, ce n'est pas de la folie, ce n'est pas des jeunes en détresse ou des jeunes de familles détruites comme Netanyahou l'a dit au mois de janvier. Non, c'est un instrument politique pour en tirer des profits politiques et c'est de ça qu'il s'agit. De manière peu surprenante, ces objectifs politiques correspondent aux objectifs du gouvernement qui essaie d'œuvrer pour annexer les territoires de manière intensive depuis son élection en novembre 22 ou à partir de janvier 23. Ce terrorisme est soutenu et épaulé par le gouvernement, politiquement, économiquement, légalement et du point de vue sécuritaire. Et donc, on ne peut pas ne pas comprendre cela comme faisant partie intégrante de la politique de ce gouvernement. Ce gouvernement qui a un grand éventail d'instruments pour promouvoir son agenda politique et le terrorisme des colons, la violence, fait partie de leur programme. Il faut dire que cette violence existe depuis l'occupation, depuis 67, une violence qui a été l'instrument des colons d'obtenir leurs résultats qu'ils utilisent depuis le début et jusqu'aujourd'hui. Malgré cela, c'est une croissance et une escalade énorme que l'on voit depuis cette élection du gouvernement actuel et au fil des années de manière générale, je dirais en grande ligne, les dirigeants politiques, la presse, le système sécuritaire en Israël d'application de la loi et le grand public a assez fermé les yeux à ce propos. Mais sous ce gouvernement, il est très difficile d'ignorer cette violence. Et le changement le plus important a eu lieu il y a quelques semaines lorsque soudain, des porte-paroles de la droite comme le ministre Smotrich ou le journaliste Amit Segal, qui est très proche de Netanyahou, et fait passer les messages de Netanyahou sur la télévision centrale d'Israël, ont commencé à condamner ce terrorisme et l'appeler terrorisme juif. La raison de ce changement est probablement la pression de l'administration Trump des États-Unis qui fait pression sur Israël d'arrêter ce terrorisme. Et tout à coup, on a vu toute une vague de messages de porte-parole de la droite contre ce phénomène. Il faut dire que concrètement sur le terrain, rien n'a changé. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que le fait que la droite en Israël et des personnages centraux de la droite ont commencé à appeler les choses par leur nom, le terrorisme des colons, a légitimé le centre politique en Israël qui a toujours un peu peur d'exprimer ses opinions ou d'exprimer des opinions en rapport à une solution politique et à l'occupation. Depuis, le centre politique parle contre le terrorisme des colons et même Bennett condamne cela, pas seulement la gauche ou Yair Golan. Et donc, ce que je voudrais faire, c'est vous parler de ce terrorisme des colons, ce qui se passe sur le terrain, et ensuite mettre cela en rapport à ce que le gouvernement essaie de promouvoir. Et donc, il faut considérer ce terrorisme comme un seul des éléments de tout le phénomène, comme un instrument qui sert un grand objectif, qui est l'annexion des territoires. Je dirais encore un mot sur cet objectif d'annexion. L'annexion est un mot un petit peu délavé, c'est un mot presque neutre en réalité. C'est un mot qui n'a plus vraiment de contenu, de couleur, d'émotion que cette annexion. L'annexion, en fait, cache ce que Smotrich a écrit dès 2018, 2017-18, à savoir le plan de victoire qui
spécifie la prise de contrôle totale des territoires, la construction de dizaines ou de centaines d'implantations et d'avant-postes dans les territoires, et donc donner trois possibilités ainsi aux habitants des implantations, aux Palestiniens, pardon, ou bien accepter d'avoir une position inférieure, donc de vivre sans droit dans un État juif. Deuxième possibilité, quitter le terrain, émigrer ailleurs. Et la troisième possibilité est de mourir. Et il l'a dit, à la guerre comme à la guerre, voilà les trois options qui restent aux Palestiniens. Et tant que nous n'empêcherons pas l'annexion, tant que le gouvernement israélien n'aura pas d'autres visions s'opposant à cette conception, c'est vers là que nous allons, et c'est un programme qui est en train d'être réalisé sous nos yeux. Depuis ce gouvernement des 3 dernières années et demie, les violences des colons sont arrivées à des summums sans précédent. Et je vous dirais personnellement, en tant qu'Israélien, en tant que Juif, on ne peut pas ne pas avoir honte de cette violence, on ne peut pas ne pas penser à ce qui est arrivé à nos mères et à nos pères à d'autres époques historiques. Cela éveille l'écœurement, la honte. C'est intolérable de voir ces images, et mon WhatsApp est plein de ces images chaque jour, plusieurs fois par jour. L'ONU accumule des preuves de cette violence, et depuis ce gouvernement, ils ont compté plus de 5400 événements violents depuis 2023, plus de 1200 en 2024, plus de 1400, et la troisième année, l'année dernière, 2025, 1800. Et cette année, les 5 premiers mois de 2026, l'ONU a déjà compté plus de 1000 actes violents des colons. Nous parlons de plus de 4 événements par jour du décompte de l'ONU. Cette violence a des résultats politiques aussi. Les organisations de droits humains comme B'Tselem ont parlé de plus de 61 communautés palestiniennes, plus de 4000 Palestiniens qui ont quitté leur village, leur communauté à cause de la violence des Israéliens. Nous parlons de 61 depuis le 7 octobre. Donc, B'Tselem a donc parlé de 61 communautés expulsées à cause de la violence israélienne depuis le 7 octobre, et de 70 communautés, si on rajoute encore 15 autres, qui ont été expulsées partiellement. Donc, nous arrivons déjà à 85 communautés expulsées totalement ou partiellement sous ce gouvernement. Et on les expulse, et c'est comme ça qu'on prend le contrôle de leurs terres. J'ai été longtemps chercheur chez Shalom Arshov. Je faisais partie des chercheurs qui ont documenté ce qui se passait dans les territoires entre 2011 et 2017. Aujourd'hui, quand je vais dans les territoires, le changement principal que je vois, c'est que l'on voit beaucoup de nouveaux avant-postes, mais aussi beaucoup de grands territoires vides des villages palestiniens qu'on l'on voyait auparavant. Les localités les plus pauvres des communautés bédouines qui vivaient sous tentes ou sous des baraquements, et ils ont été simplement expulsés. La floraison de cette violence, c'est d'abord et avant tout, c'est qu'on voit qu'il n'y a absolument pas d'application de la loi. Avant de devenir directeur général de Shalom Archav, j'étais directeur de l'organisation Yesh Din, qui travaille directement avec des représentants palestiniens qui ont été blessés, qui ont été touchés par la violence des colons israéliens. Et nous voyons que la police ne ferait pratiquement rien. Dans tous les cas de violence israélienne, les dossiers sont fermés, les enquêtes sont honteuses ou elles ne sont pratiquement pas menées en réalité. Et je vous dirais que personnellement, il y a 2 semaines et demie, nous avons fait une visite pour les candidats du Parti des démocrates. On les a amenés sur le terrain, on est allé dans un village palestinien disparu, un village qui s'appelait En Samia et qui a été vidé. Et les colons y ont créé une caravane à café, une baraque à café.
Mais non, mais ça va. Et donc, après avoir expulsé la communauté palestinienne, ils ont construit un petit café, ils ont pris la source, ils ont démantelé la tuyauterie qui fournissait de l'eau aux villages environnants et ils ont remis en place leur source d'eau. Et quand on est arrivé là-bas avec les députés des démocrates, les candidats démocrates, 2 colons nous ont attaqués, m'ont frappé, nous ont attaqués, tout a été filmé et on en a parlé dans la presse en Israël de manière importante. Bref, ce qui s'est passé, c'est absolument incroyable. Les colons ont appelé l'armée et nous avons appelé la police. L'armée est arrivée très rapidement et les colons leur tapaient sur le dos et rigolaient avec eux et se sont enfuis ensuite. Et puis alors, après que les colons sont partis, la police est arrivée, on a été arrêtés par un barrage de l'armée qui nous ont annoncé que nous étions soupçonnés d'agression. Quelques jours plus tard, j'ai été convié à un interrogatoire et vous parlez avec une personne qui est soupçonnée d'agression, alors que dans la presse, on l'a bien vu, on l'a vu dans les réseaux, on l'a vu dans des photos, et tous ceux qui étaient là-bas ont vu clairement que nous sommes ceux qui avons été agressés et c'est moi qui ai reçu des coups de poing. Et bien entendu, nous n'avons pas réagi par la violence, nous n'avons rien fait. Et pourtant, la police a choisi de m'interroger et les colons, on ne sait même pas où ils sont. Ils n'ont même pas été ni arrêtés, ni inquiétés. Et donc, vous parlez avec une personne qui n'est pas seulement le directeur de Shalom Arshav, mais aussi quelqu'un qui est inculpé au pénal pour agression. Ce n'est qu'un des petits exemples, parce que, bon, nous, on s'en est bien sortis, c'était une petite agression, c'était pas, on s'en est sorti miraculeusement, mais la violence dans les territoires est beaucoup plus grave, et c'est ce que vivent les Palestiniens plusieurs fois par jour. Donc, nous n'avons pas du tout d'application de la loi, de respect de la loi. Ce qu'il y a, c'est un soutien actif de l'armée. Ces soldats-là qui sont venus appelés par les colons qui ont appelé l'armée après m'avoir agressé, depuis le 7 octobre, ce qui se passe, c'est que l'armée a renforcé des unités qu'on appelle des unités de défense spatiale, qu'on appelle GMAR en acronyme. Ce sont en fait des colons qui habitent dans ces avant-postes ou dans ces implantations illégales et qui rentrent à l'armée, qui reçoivent des armes, qui reçoivent des uniformes et un salaire, et qui sont ceux qui sont censés protéger ces avant-postes. Et donc, beaucoup d'entre eux sont extrêmement violents et font partie de ce terrorisme des colons. Et donc, quand ils nous attaquent, eh bien, c'est ces soldats-là qu'ils appellent et en fait, ils leur disent, et donc ils coopèrent. Et nous voyons beaucoup de témoignages de Palestiniens, d'activistes de droits de l'homme israéliens, qui les filment, ces soldats, qui utilisent leurs armes, qui frappent les Palestiniens, qui commettent des crimes épouvantables. Et donc l'armée fait partie active de ce problème, surtout depuis le 7 octobre. Encore un changement, l'armée, pour la première fois, sous ce gouvernement, a un officier qui doit faire la coordination de la construction des avant-postes illégaux. Je vous explique. Toutes les implantations sont illégales selon la loi au regard de la loi internationale, mais Israël, au fil des années, a fait ce qu'on appelle Israbluff pour ne pas créer de nouvelles implantations, parce que c'est condamné dans le monde et ça fait mauvais genre. Alors elle a créé des implantations illégales, comme des avant-postes illégaux. Et c'est toujours illégal. Et aujourd'hui, l'Armée coordonne la construction de ces avant-postes illégaux. Il y a une unité de l'armée qui œuvre avec ces criminels en infraction pour les aider à s'installer, à se mettre en place. Et évidemment, ils sont financés, protégés, etc. Lior, excuse-moi, 2-3 questions qui reviennent évidemment et peut-être que tu puisses nous apporter un éclairage de ton point de vue, sur quel rapport il y a entre ce qui arrive là et la façon dont les gens réagissent après l'agression du 7 octobre. Et ça, c'est extrêmement présent dans les questions, c'est-à-dire est-ce que finalement 7 octobre n'est pas une justification? Et puis, la seconde chose,
On parle du terrorisme juif, on parle des infrastructures, on parle de l'armée, on parle de la justice qui est quasiment inexistante avec ce qu'a fait Israël Katz en arrêtant les arrestations administratives, ce qui est une aberration absolue. La question que je me pose, il y a pratiquement un demi-million de personnes qui vivent dans les frontières de la Cisjordanie, la Judée-Samarie. Et est-ce qu'il y a aujourd'hui une parole? Est-ce qu'il y a aujourd'hui, au sein, de cette grande communauté humaine? Parce que finalement, même si c'est plusieurs milliers de personnes, est-ce qu'il y a des réactions? Est-ce qu'il y a des gens qui dénoncent? Est-ce que, ça, si tu veux, c'est des vraies questions. C'est le rapport avec le 7 octobre et est-ce qu'aujourd'hui on a un demi-million d'Israéliens qui sont prêts à basculer du jour au lendemain dans une telle violence? Voilà, excuse-moi de t'avoir coupé la parole. Je voulais en profiter pour traduire un petit peu les réflexions des uns et des autres sur le fil. Merci de m'avoir arrêté, en effet, et merci pour ces excellentes questions. La violence des colons a toujours eu lieu et a toujours existé. Sous ce gouvernement, ça a augmenté immédiatement. Pour preuve, avant le 7 octobre déjà, 9 communautés palestiniennes ont quitté leurs terres à cause de la violence des colons. Mais sans aucun doute, le 7 octobre a beaucoup changé les choses et a encore plus justifié et donné de la force au gouvernement et aux colons pour en faire davantage. Et depuis, on a 61 autres communautés qui ont été expulsées à cause de la violence des colons. Donc le 7 octobre a fait plusieurs choses. D'abord, ça a ouvert la porte à tous les plus bas instincts. On n'essaie même plus de faire semblant d'avoir honte à cause de cela. Moi, je suis des groupes WhatsApp qui sont totalement ouvertes. Chacun peut les voir, et vous aussi. Ils sont fiers de leur violence. Si dans le passé, il fallait chercher, il fallait regarder, il fallait fouiller, aujourd'hui, les colons publient les choses avec fierté. Aujourd'hui, on a attaqué là, ce soir, on va attaquer là, et on va continuer, et rien ne se passe. Et donc, ce qui s'est passé encore, c'est que l'armée a enrôlé beaucoup de colons après le 7 octobre dans les unités régionales de protection locale, et cela a donné énormément de force, beaucoup d'armes et beaucoup d'autorité. Et dans beaucoup des cas de violence d'aujourd'hui, on les voit avoir lieu ou bien par des colons civils, ou bien par des colons à moitié soldats. Donc une personne qui généralement est un homme, qui porte une chemise ou un pantalon de soldat, ou qui a une carte d'identité militaire, ou bien qui sont en uniforme. Et cette espèce de mélange des genres entre les colons et l'armée qu'on n'arrive plus à distinguer, pas seulement les Palestiniens, mais nous aussi, nous ne savons plus qui est l'agresseur. Et avant cette conversation ici, combien de morts il y a du côté palestinien à la suite de la violence de colons? Eh bien, cette année, il me semble qu'il y a 9 morts palestiniens des mains des colons, mais encore 6 Palestiniens qui sont morts et on ne sait pas s'ils ont été tués par des soldats ou par des colons. Donc bref, les choses deviennent extrêmement diffuses. Est-ce qu'il y a des colons qui condamnent? Oui, bien sûr. Beaucoup des habitants des implantations n'aiment pas ceci. Il y en a même, il y a une organisation d'habitants d'implantation qui sont contre cette violence. Cela arrive. Mais cela arrive malheureusement en marge. C'est marginal et il faut dire que cela ne suffit pas. C'est beaucoup trop doux, ça n'est pas assez fort et ça ne touche pas l'essence du problème. Parce que même quand il y a des condamnations par les porte-paroles de la droite, ça n'est pas contre, c'est pas dire en fait, oh les pauvres Palestiniens, c'est une violence dont ils souffrent et qui n'est pas justifiée. Non, ils disent ça porte atteinte à notre entreprise d'implantation. Cela porte atteinte à notre idéologie. Donc, tant qu'on peut continuer à prendre la terre des Palestiniens, tant qu'on peut continuer à réaliser ce plan de Smotrich
tout va bien. Mais si on est condamné dans le monde, si on fait pression sur le gouvernement qui doit arrêter et qu'on condamne Israël, ça c'est ça le problème. Et donc ces condamnations ne suffisent pas parce que si l'on veut vraiment arrêter les choses, eh bien, je ne pense pas que l'État qui peut liquider un habitant qui se trouve au cœur de Téhéran n'est pas capable d'arrêter un terroriste de sa propre citoyenneté. Bref, on ne fait pas le minimum, le strict minimum. Si je vous disais, bon, c'est difficile, mais nous voyons que Ben Gvir, au moins, donner les ordres à la police de ne pas mener d'enquête, que les soldats construisent et aident à construire, que les soldats participent à la violence. Bref, le gouvernement d'Israël dit au monde, euh, on essaye, c'est difficile, on essaye de, ce sont des petits groupes et des groupes marginaux. Et concrètement, vraiment, on ne voit pas ce que Israël, avec les branches de la loi et de la sécurité, pourrait faire. Au contraire, en réalité, ils ne font rien et ils encouragent cette violence. Ce qui m'intéresse, et là pour le coup c'est l'exemple même, c'est la relation qu'il y a entre l'action politique, entre le positionnement politique, entre le programme politique, l'agenda et l'action sur le terrain. Et on voit bien, tu l'as tout à fait illustré, on voit bien le lien intrinsèque qu'il y a, encore plus aujourd'hui que ça a pu être avant ce gouvernement. À Nava, j'ai présenté Nava tout à l'heure, Nava Rosolio. Alors on se connaît pas, moi je la suis bien sûr, comme beaucoup de gens qui sont très impliqué dans le mouvement de contestation, et j'avoue que je suis avec mon bâton de pèlerin depuis 5 ans, et qu'il y a des personnes qui m'ont marqué, qui m'inspirent, et Nava en fait partie. Et je voudrais, avec elle, nous réfléchissions ensemble sur la façon dont l'action politique et quel type d'action politique, quel type de discours politique, quel type de loi on essaye de faire passer, et comment tout ça participe, exemple à la pluie, de la recrudescence des actes de violence. Ce serait intéressant, Nava, qui est avocate et donc qui est au cœur dans son métier des questions de droit, et qui a évidemment une vision et qui embrasse la politique israélienne, et donc qui a une vraie compréhension du droit et de son lien avec l'action politique, et de ce qui nous arrive en matière de violence qui se retourne contre nous, qui est en train de devenir une véritable déferlante. On est complètement envahi de toute forme de violence. Il n'y a pas un jour sans un événement tragique qui surprend la société israélienne. Je parle même pas seulement de la guerre, je parle même pas du 7 octobre, je parle même pas seulement de la guerre, je parle que à l'intérieur même de notre société, on a le sentiment d'une anarchie, d'une déferlante qu'on ne contrôle plus. Est-ce qu'aujourd'hui on oriente les orthodoxes à attaquer le juge Solberg, ou est-ce que on ne contrôle plus ce qui se passe? Je voulais qu'on discute et ta connaissance fine, des lois qui sont votées, des discours politiques qui sont tenus, et des phénomènes de violence qui nous submergent. Notre démarche aussi est de rendre compte des grands enjeux dans la société israélienne à la veille des élections dans quelques mois, avec cette ambition de faire voter un maximum de personnes libérales, qu'elles vivent en Israël, qu'elles vivent en Europe, et qu'elle a un passeport pour venir voter. On l'a évoqué tout à l'heure en début. Donc voilà, la parole est à toi. Ton analyse, ta compréhension des liens étroits entre l'action politique, le discours politique et la recrudescence des violences dans la société israélienne. En effet, c'est très complexe. Parfois, on se concentre sur le terrorisme juif et la violence des colons et ce qui se passe en Cisjordanie, mais les choses sont beaucoup plus à voir sous un angle beaucoup plus large. Je voudrais donner ici la perspective des 6 dernières années. Bien que l'occupation dure depuis des décennies, mais les processus spécifiques qui ont eu lieu en Israël, dans la démocratie israélienne et dans le système juridique, c'est une dégradation et la destruction de tous les systèmes qui a mené à la violence. C'est ce qui se passe depuis 6 ans environ maintenant. Donc, je vais d'abord me présenter. Je suis né à Jérusalem. Je viens du milieu du sionisme religieux, d'une famille religieuse
d'électeurs de droite des gouvernements Netanyahou. Et moi, personnellement, je suis devenu de gauche, fier de gauche, après le 7 octobre. C'est après le massacre du 7 octobre que j'ai compris que le prochain gouvernement ne pouvait plus se baser sur les voix des colons. Les implantations, l'occupation qui vient avec le terrorisme juif et en fait, notre transformation en animaux véritablement est un danger pour Israël. Nous sommes devenus ce qui nous met nous-mêmes en danger. Les implantations ne sont pas, comme le présente le gouvernement, quelque chose qui amène la sécurité. Ce n'est que des frictions infinies entre les populations. Les habitants des implantations veulent virer les Palestiniens en fin de compte, et on ne peut pas arriver à des accords sur le long terme et de stabilité qui assurent de manière viable. Israël devra tout le temps vivre en conflit et toujours traiter et combattre le terrorisme, qu'il soit palestinien ou juif. En permanence, il y aura du terrorisme, il n'y aura pas de frontières claires où chaque État pourra vivre en paix. Israël à côté d'une Palestine indépendante. Il y aura un conflit permanent et nous allons continuer à avoir des tours infinis de guerre et encore des guerres. Et cela, je l'ai compris après le 7 octobre, parce qu'en fait, le 7 octobre a été, d'une certaine manière, le résultat d'une politique des gouvernements de la droite, des gouvernements Netanyahou. Netanyahou lui-même s'est entêté à financer le Hamas pour ne pas arriver à un accord avec l'autorité palestinienne. Il ne voulait même pas qu'il y ait d'autorité palestinienne et donc il a essayé de préserver le Hamas sur feu doux. En fait, qu'il n'ait pas trop de force. Et d'un autre côté, comme a dit ce ministre Smotrich, le Hamas est un trésor. Et donc, c'est la politique de celui qui est prêt à financer le terrorisme et d'entretenir le terrorisme pour ne pas arriver à un accord de paix. Et c'est justement le 7 octobre, personnellement en tout cas, qui a clarifié ceci. Et donc, au départ, je viens d'une famille religieuse sioniste en faveur des gouvernements de droite. Moi, j'ai commencé mon combat politique en 2020 à Balfour. Si vous vous souvenez des manifestations à Balfour, c'était des manifestations extraordinaires qui ont eu lieu dans la zone de Balfour où était en fait le logement officiel du Premier ministre, des premiers ministres en Israël. C'est leur résidence et on a réussi à faire tomber le gouvernement à l'époque. On a réussi à remplacer le gouvernement Netanyahou et en son lieu et place, il y a eu le gouvernement du changement, comme on l'a appelé, sous la direction de Naftali Bennett, l'ancien Premier ministre, et Yair Lapid. Et ça a été un gouvernement de droite, mais un gouvernement responsable. Et malheureusement, ils n'ont pas tenu le coup longtemps parce qu'ils ne se sont pas occupés de renforcer et de fortifier la démocratie. Par exemple, de faire passer une loi française qu'un Premier ministre qui est accusé au pénal ne peut pas être Premier ministre. C'est comme ça que Netanyahou est revenu au pouvoir. Et les gens de Netanyahou ont vraiment rendu la vue impossible à ce gouvernement. Ils ont réussi à soudoyer deux membres de ce gouvernement et faire tomber ce gouvernement. Et le 4 janvier 2023, les premiers jours de ce gouvernement Netanyahou actuel, le ministre de la Justice, Yariv Levin, a fait le discours de la révolution. Il a déclaré ce qu'il a décrit comme une réforme judiciaire, mais qui est en réalité une destruction du régime, soi-disant qu'il rendrait la force de pouvoir au peuple. Donc c'est vraiment les textes de la dictature. Il parle des fonctionnaires comme l'État profond qui ont pris le pouvoir et il faut rendre le pouvoir au peuple. Donc c'est vraiment un langage dictatorial. Et donc nous allons renverser les tribunaux, nous allons remplacer les juges, le conseil juridique, tous ces protecteurs de la démocratie
vont être renversés par une loi pour transformer, par exemple, le conseiller juridique du gouvernement pour être, au lieu d'avoir le conseil juridique dans ses responsabilités, d'avoir aussi le rôle de procureur et qu'il n'aurait aucune position, elle n'aurait plus aucune position juridique et objective, mais uniquement politique. Bref, un gouvernement qui ne veut que personne ne limite ses capacités et son autorité, et qu'il n'y ait plus de tribunal indépendant. Ils veulent nommer des juges qui leur soient favorables, ils veulent le contrôle de la presse et ils appellent la presse indépendante la presse de gauche, la presse gauchiste qui empoisonnent et sont des usines à venin. Ils ont exactement le langage des dictatures. Ils ont déjà réussi à transformer la police en une police politique avec le ministre Itamar Ben-Gvir. Ils veulent prendre le contrôle de toutes les forces de sécurité, toutes les nominations de premier plan dans la fonction publique et dans les services de sécurité. Ils veulent prendre le contrôle de tout ce qui pourrait les empêcher de tourner rond à leur envie. Et tous les représentants, par exemple, de la fonction publique, de la nomination, des fonctions publiques, qu'il n'y ait plus rien pour équilibrer ou contrôler leur pouvoir. Et dès que Yariv Levin, en janvier 2023, a déclaré ce changement de régime, nous avons lancé une force extraordinaire de manifestations. Vous avez dû les voir, ces grandes manifestations en Israël, rue Kaplan, sur la place Abima et ailleurs. Et au summum de ces protestations, il y avait parfois 500 000 personnes dans la rue. Et on a essayé de toutes nos forces de s'opposer à ce renversement juridique. Et il faut dire honnêtement que cette lutte n'était pas contre l'occupation majoritairement. Il y avait toutes sortes de voix dans ces combats, mais c'était surtout une lutte et un combat pour protéger la démocratie, pour protéger l'indépendance du système juridique et contre, par exemple, un changement de législation qui limiterait les capacités des tribunaux d'œuvrer donc dans toutes ces lois qu'ils ont fait passer, que le tribunal aurait pu utiliser pour que ne soit pas causé de tort aux civils de ce pays. Et donc il y a eu des manifestations énormes et des protestations contre ces lois, par exemple la loi sur la possibilité de critiquer le gouvernement, et on a beaucoup moins parlé d'occupation. Très souvent dans ce groupe de protestation, et ça c'est une des complexités de la société israélienne, qui disent, si vous commencez à parler d'occupation et si vous êtes trop à gauche, vous allez perdre les masses. Nous voulons parler uniquement du problème juridique, parce qu'en Israël, il y a beaucoup de publics qui se considèrent au centre de la carte politique, qui veulent un système juridique indépendant, qui veulent qu'Israël soit une démocratie libérale, mais ils sont mal à l'aise si on parle d'occupation et ils ne veulent pas trop savoir ce qui se passe au-delà de la ligne verte et ils voudraient croire qu'il n'est pas possible que les soldats de Tzahal fassent des choses intolérables ou inadmissibles. Ils ne reconnaissent pas le terrorisme juif. Ils veulent se concentrer surtout, et moi j'ai été comme ça, je comprends cela. On se bat pour la démocratie. Laissez-nous tranquilles avec votre occupation. Et ce processus que moi j'ai vécu est très important parce que je pense que pour pouvoir ensemble nous battre, tout le public qui est dans la rue pour se battre pour une démocratie libérale, on ne peut ignorer ce qui se passe au-delà de la ligne verte et demander qu'on n'en parle pas et qu'on parle seulement des tribunaux et pas de l'occupation. Parce que les choses sont liées. Je voudrais aussi te poser la question, est-ce que pour ce gouvernement, allumer des feux de violence ici et là, de façon très différenciée, que ce soit chez les orthodoxes, est-ce que c'est une action stratégique de la part de ce gouvernement pour créer des feux de toutes pièces que les gens perdent? Ou est-ce que finalement c'est de l'incompétence, comme on peut le voir avec la question des accidents de la route, qu'on peut le voir? Est-ce que selon toi, la violence est un outil ou une perte de contrôle de l'action politique? Alors, ce n'est pas un hasard
et les choses n'arrivent pas dans un vide. Plus la révolution juridique ou le renversement politique avance et plus on avance en ce sens, le gouvernement a développé un système pour envoyer des casseurs, des criminels, des gens qui sont vraiment très violents. עכשיו, פה זה הקשר Donc למה c'est là le שדיבר עליו lien קודם ליאור, הטרור היהודי. entre ce qui a été ברגע évoqué comme terrorisme juif. שהמדינה בעצם Quand מקבלת את זה l'État שיש טרור יהודי, accepte le fait qu'il y a un ולא עושה terrorisme מספיק juif et כדי ne fait pas לאכוף suffisamment כלפיהם pour איזשהו חוק. appliquer la loi, כי כביכול parce que הערכים של הממשלה les valeurs de ce gouvernement raciste, nationaliste, חושבים שזה fasciste, בסדר להיות considèrent qu'il אלימים est כלפי ערבים. admissible d'être violent vis-à-vis des Arabes. Et quand le gouvernement autorise la violence, eh bien, elle donne la permission aussi d'utiliser la violence contre les citoyens arabes israéliens. Notre ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, le ministre de la Police, est lui-même un criminel inculpé. Il a été inculpé de crimes d'incitation à la violence, au racisme. Il encourage tout ceci. Il a des casseurs à qui il dit « Chapeau, allez-y, si vous torturez des Arabes, qu'ils soient arrêtés ou pas, c'est parfait. Une violence admissible. Si c'est une violence contre les Arabes, c'est tout bon. » Et ça a commencé dans les territoires. Si c'est la violence contre les gens de gauche, tout va bien. Et donc, quand on autorise la violence comme quelque chose de légitime contre des populations qui ne sont pas nous, du point de vue du gouvernement, les Palestiniens, c'est pas nous, on peut utiliser la violence contre eux si vous voulez. Et les gens de gauche, c'est pas nous. Donc, on peut être violent contre eux. Et on voit des phénomènes comme les ultra-orthodoxes, les colons qui crachent sur des nonnes. C'est ce qui se passe à Jérusalem, dans la vieille ville aujourd'hui. C'est la haine des chrétiens, la christianophobie. Ils crachent sur des religieuses. Ces derniers temps, on a vu aussi l'assassinat d'un jeune homme de peau foncée parce qu'il n'est pas de chez nous. Et ce qu'a dit ce garçon, l'assassin, il a dit « Je ne reconnais pas l'autorité du tribunal ». C'est des phrases qu'ont dit les ministres du gouvernement, quand le gouvernement lui-même et ses membres ne reconnaissent pas l'application de la loi ou la force de la loi et permettent la violence contre les autres. C'était avant les Palestiniens, mais aujourd'hui c'est tous les Arabes, quels qu'ils soient. Et quand notre gouvernement, dans cette atmosphère qui ne reconnaît pas la légalité et essaie de promouvoir le renversement de cette législation et qui, dans son essence même, est un gouvernement nationaliste, fasciste et raciste, le résultat, c'est que la violence est passée par des implantations au-delà de la ligne verte dans les villes, dans les manifestations contre le gouvernement, par exemple contre moi, et bien sûr contre des Arabes, malheureusement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chauffeurs d'autobus arabes qui sont aujourd'hui en danger. Ils sont devenus des cibles. Dès qu'on les reconnaît comme arabes, il y a une violence terrible contre, par exemple, les balayeurs de rue qui sont arabes, parce que des jeunes garçons dans la rue les reconnaissent en tant que tels. Et ils comprennent que c'est permis, que tout va bien, qu'on peut. Et parfois, Ben Gvir leur tape sur l'épaule en disant « Vous êtes super !» Et par exemple, si c'est un Palestinien qui est illégal, on peut le juger, mais on n'a pas le droit de le torturer. Et je voudrais rappeler en une minute encore cette théorie des étapes du professeur Ishayahu Leibovitch qui décrivait le processus de dégradation morale de la société israélienne à la suite du contrôle des territoires. Il l'a dit dès la guerre des 6 jours. Après la guerre des 6 jours, ça a été sa prophétie quand il disait que la situation de l'occupation amènerait à la perte de l'État d'Israël en tant que tel, en tant que démocratie. La première étape serait l'enthousiasme nationaliste et la fierté nationale, le militarisme,
et le joie de la force, de l'occupation. Et la deuxième étape, la transformation de la nationalité au nationalisme extrémiste, l'amour de la patrie en nationalisme. Et malheureusement, nous voyons cette population du gouvernement qui hait les Arabes. Smotrich déteste les Arabes et a pour vision de les expulser tant d'Israël s'ils ne font pas de déclaration de fidélité à l'État. Et la troisième étape, c'est la perte de la sensibilité morale, c'est-à-dire l'ignorance totale des droits de l'homme et donc acceptant le racisme et le nationalisme. Et la dernière étape de cette prophétie, on en est presque là, mais on ne permettra pas d'y arriver. Mais si Dieu nous en préserve, ce gouvernement Netanyahou revenait en poste, ça risquait d'arriver. C'est la destruction de l'entreprise sioniste de l'intérieur, non pas à cause des ennemis de l'extérieur, mais à cause d'une destruction de l'intérieur. Et donc les prochaines élections sont à mes yeux les élections les plus critiques de notre histoire. Il nous faut absolument ramener l'État d'Israël sur les rails d'un État démocratique, libéral, qui d'abord et avant tout coopère entre les Juifs et les Arabes et qui considère que c'est un bien, que c'est un trésor, que c'est un avantage et non pas une tâche sans circonflexe. Et donc c'est quelque chose que tous ceux qui croient en la force de l'égalité, de la force d'Israël sur la base de la déclaration d'indépendance, de la liberté, de la paix, de l'égalité et de l'aspiration à la paix en tout cas, voilà, qui pourrait renforcer l'État d'Israël et permettrait enfin à Israël de revenir à un État parmi les États-nations éclairés, occidentales et libérales. Et c'est là notre combat d'aujourd'hui. Emporter les élections, tous les partis démocratiques libéraux qui s'organisent maintenant en vue des prochaines élections qui auront probablement lieu le 20 octobre de cette année. Enfin, nous espérons et j'espère que quand on remplacera ce monstrueux gouvernement, la violence baissera parce que nous changerons nous réparerons la police. Il y aura un chef de la police qui appliquera sévèrement et réprimera sévèrement la violence, même contre les Arabes. Il y aura une politique d'égalité et les tribunaux seront soutenus et les tribunaux pourront enfin retrouver leur courage pour condamner les actes violents et racistes et appliquer aussi la loi contre le terrorisme juif. Et bien sûr, il faudra être encore plus sévère contre la violence raciste, contre par exemple les chauffeurs d'autobus. Et je pense que quand il y aura plus d'investissement dans l'éducation et un gouvernement qui sera un gouvernement qui n'encouragera plus la violence, qui sera un gouvernement responsable, qui défendra des valeurs, eh bien les choses ruisselleront vers le bas et cela permettra de restabiliser, reconstruire la démocratie en faisant baisser la violence. Mais il y aura des ministres qui travailleront pour cela. La chose de base est l'éducation pour combattre la violence et des nominations de droit dans la fonction publique et dans le gouvernement. Merci. C'est vrai que j'aimerais pouvoir maintenant, avec Lior et avec Nava, qu'on puisse effectivement, mais elle a commencé un peu à le faire, mais qu'on puisse effectivement se projeter dans le temps et partir du point de vue que, évidemment, il ne faut pas vendre l'ours avant de l'avoir tué, mais la peau de l'ours, pardon, mais la vraie question, c'est quelles sont les mesures immédiates. Et je vais commencer par Lior. Comment tu te projettes alors, je sais qu'on a tous ici, et nombre des personnes qui sont ici ont l'espoir d'arriver à un moment où on va pouvoir en finir avec le conflit israélo-palestinien et avoir 2 États pour 2 peuples. Mais en attendant, quelles sont, selon toi, les mesures immédiates qu'il va falloir prendre, sachant quand même, et c'est une réalité complexe à laquelle on va se confronter, c'est que le prochain gouvernement ne sera pas un gouvernement majoritairement des démocrates, du parti d'Yair Golan. On aura, on sait très bien, un gouvernement comme le gouvernement de Lapid Bennett qu'on a eu pendant à peine 1 an. Et donc, selon toi, quels sont les actes immédiats qu'il faut poser pour
endiguer, du moins réduire de façon importante tous les phénomènes de violence dans les territoires en Cisjordanie. Voilà, les 3-4 premières choses à faire immédiates selon toi pour au moins déjà arrêter la dynamique délétère qui se passe. La question est tout à fait à sa place, mais tu anticipes déjà une victoire Non, non, potentielle non, non, pour les non, libérales. non, non, non. Ce qui m'intéresse, c'est que parler de l'avenir, c'est aussi parler du présent. C'est Bien sûr, aussi non, non, mais le public, quelles les sont les choses questions qui nous font le plus mal et où c'est qu'il faut mettre un frein. C'est dans ce sens. Ok, non, mais les questions du public sont aussi sur la campagne électorale. Est-ce qu'on parle des violences? Est-ce que c'est un sujet qui est traité même parmi les démocrates? Quelle est la proportion de la population israélienne qui est consciente de tout ce que Nava a décrit, etc. Voici les questions qui sortent en ce moment. Mais vas-y, je te laisse Non, non, bien poursuivre. sûr. Alors, c'est deux aspects importants. Est-ce qu'il y a une prise de conscience d'un côté, et puis d'un autre côté, quelles sont les choses qu'il faut agir pour pouvoir endiguer le phénomène? Voilà, Lior, la parole est à toi. תודה רבה. Merci. תראו, אני אתחיל בלהגיד שאנחנו עכשיו Je נמצאים commencerai par בזמן dire que nous מאוד sommes קריטי, maintenant dans une période absolument ושיש מה critique. לעשות. כי Et il y a des choses à ישראל faire הולכת parce לבחירות, qu'Israël va vers des וגם אם élections הבחירות האלו, et même si ces élections הם לא, גם אם הממשלה הבאה לא תהיה ממשלת et que le החלומות שלנו, prochain שתעשה gouvernement בדיוק ne מה sera שאנחנו pas le רוצים, gouvernement de nos rêves אלו בחירות qui fera ce קריטיות. qu'on souhaite, ce sont ואני des חושב élections שמה absolument critiques. שהתחלתם בפתח Et je הדברים pense que ce que שלכם, vous avez commencé par לעודד dire, ולתמוך שישראלים, encourager et כל מי שבא לבקש pousser הצבעה, tous ceux שיגיע qui ont le droit להצביע, de זה דבר vote חשוב, viennent ואפשר voter, לעשות עוד. c'est très important. אפשר On peut לתמוך faire אותם davantage. בתור On peut מועמדים soutenir כמו נאוה aussi המצוינת, des שאנחנו candidats יודעים comme Nava, שיעשו דברים formidables, טובים qui, nous ושיגיעו savons, באומץ feront ויעמידו de את bonnes הדברים על choses et auront le דיוקם courage de וישפיעו faire les על choses qu'il faut מפלגות כמו המפלגה et הדמוקרטית. auront des זה נורא influences dans מאוד les חשוב. partis politiques, גם במפלגות חשוב parce שיש que לנו dans les נבחרי partis, ציבור il est טובים important שידעו qu'il y ait להיאבק על des הדברים élus de האלה. qualité אז qui אם pourront לכם se יש, battre pour ces כביכול choses. נקרא לי אזרח, Donc, אם אתם יודעים si vous להתרכז avez במפלגות la ולהצביע possibilité, למועמדים rentrez ראויים, dans les partis שבכלל politiques et כמו votez נאוה pour יתמכו des ויהיו במפלגות, candidats qui soient וכמובן de שצריך valeur comme לתמוך Nava et בהתארגנויות rentrent à la Knesset. כמו שלום On עכשיו peut או soutenir אחרות toutes sortes שפועלות בנושא d'organisations, הזה, Shalom ויש Arshav et הרבה, autres, ישראל qui œuvrent. Il y en a תורמת beaucoup. להרבה Israël a קבוצות מאוד beaucoup de חינוכיות groupes très שנאבקות על positifs qui se הדמוקרטיה, battent נגד הכיבוש, pour la למען démocratie, פתרון של שתי contre מדינות l'occupation, וכולי. pour la solution à הדברים האלה deux États, חשובים מאוד, etc. כי אנחנו Et cela est זקוקים très important. Nous avons לעזרה, besoin אז אפשר d'aide כמובן et לעשות donc, את הדברים bien האלו. entendu, il faut faire אני le חושב nécessaire. שמה Je שנורא pense חשוב que ce qui est très שיהיה, important, זה c'est que אנחנו חייבים כל הזמן nous devons להיאבק tout le על temps nous הישראל battre שאנחנו pour אוהבים l'Israël que nous aimons וחושבים שהיא הישראל הראויה, et que שתהיה nous בית pensons לאומי לעם être היהודי, l'Israël אבל qui בית soit le foyer דמוקרטי national du עם peuple שוויון, juif, mais un עם foyer ערכים démocratique, ליברליים égalitaire, שאנחנו de מאמינים valeurs שהיא אחרת, libérales dans על lesquelles כל nous דבר אחר croyons. אנחנו לא Parce que נתפשר. sinon, on ואני ne peut חושב pas שגם אחרי compromettre הבחירות sur ces questions. Et נורא je pense que חשוב même après les שהלחץ élections, il הזה sera très important גם que cette מהתפוצות pression וגם מיהודי צרפת de diaspora, des על Juifs de France, נבחרי הציבור sur הישראלים, le על gouvernement, דמוקרטיות sur les בישראל, élus israéliens, תישאר, sur les לא décideurs לוותר israéliens, להם, se כי גם להם poursuivent. Il ne faut חשוב pas שיופעל עליהם לחץ. cesser. Il est ואנחנו important רואים qu'ils איך vivent sous לחץ pression. משפיע על Et on מקבלי voit ההחלטות, comment la pression וכרגע נורא change נוח להם les להתמקד décideurs. בנושאים Et שיותר קל להם, אבל pour לא l'instant, ils aiment בנושאים bien faire ce qu'ils מהותיים. aiment faire, mais ils ne כי parlent לא pas יהיה des choses אפשר essentielles. שנהיה הישראל Et c'est הראויה là, הזאת, on ne אם pourra לא pas devenir יתמקדו l'Israël dont on בנושא rêve הליבה, si on ne se mesure בנושא pas aux questions הסוגיות centrales, ואירועים les טרגיים, questions כמו ה-7 tragiques, באוקטובר, comme le או 7 המלחמות octobre, האינסופיות האלו, comme לא ces guerres ייפתרו sans fin כל qui עוד לא n'arrêteront תהיה pas tant אלטרנטיבה qu'il n'y aura pas של חזון d'alternative למדינת avec une ישראל, מה vision שהממשלה הזאת pour Israël אומרת, ולצערי à הרב, ce אין gouvernement מספיק qui, פוליטיקאים actuel. Il ומקבלי n'y a pas החלטות assez de בישראל politique actuellement שמעזים en להתמודד Israël qui עם הסוגיות osent se האלו mesurer à ומעדיפים ces questions לברוח centrales לנושאים et qui חשובים, préfèrent אבל לא aller sur נושאים d'autres כמו questions הסוגיה de של côté, הסכסוך mais pas הישראלי-פלסטיני essentielles, comme la question du והדמוקרטיה conflit הישראלית, israélo-palestinien, וביחד כמובן des הכיבוש Palestiniens, la והפתרון question של שתי démocratique, מדינות. la question de אז אני l'occupation, la חושב question des שיש deux לכם États. תפקיד Et מאוד donc, מאוד je pense que חשוב, vous avez un rôle très וההשפעה important à שלכם jouer et votre influence היא משמעותית, est הן על מקבלי essentielle, ההחלטות, tant הן pour faire במחיר pression sur הבחירות les הקרובות, décideurs, והתמיכה tant שלכם בישראל que הראויה שאנחנו pour כולנו cet פה Israël dont מאחלים לה. nous rêvons. Merci, merci Lior. Et je redonne la parole, c'est un petit peu des éléments de conclusion. Merci de ces encouragements. Évidemment, c'est aussi notre démarche à nous de faire prendre conscience, d'analyser, de comprendre les grands enjeux. Je pense que on a parlé de guerre existentielle. Je crois on est dans un moment clé
existentielle de l'État d'Israël à la veille de ces élections. Je trouve même que nous n'avons pas fait la révolution, hein, Nava. Si on était à Balfour, peut-être l'un à côté de l'autre, mais je me souviens qu'on avait le courage de dire révolution, révolution Mahapera, et que depuis la Mahapera de 2020, finalement, les Israéliens, à cause de la guerre, à cause de l'adversité, on a dit élection. On n'a pas dit la révolution, on a dit élection, et on a accepté énormément de choses que la morale simple, humaine, ne permet pas d'accepter. Et je voudrais maintenant entendre Nava sur ce qu'elle pense comme étant les actions. Alors, je connais, beaucoup d'entre nous connaissons le programme des démocrates, mais quelles sont les actions principales, fondamentales qu'il faudra le deuxième jour de l'élection? Alors, je sais qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je sais qu'il ne faut pas partir d'un trop grand optimisme. Moi, je suis quelqu'un d'optimisme. C'est mon moteur. Et je voudrais savoir, quelles sont les actions à mener, selon toi, dans ce gouvernement de changement qu'on devra mener prioritairement? Tu as parlé d'éducation là-dessus, on est tout à fait d'accord. Mais quoi? Quoi dans l'éducation? Quoi sur la question du droit? Quoi sur la question de la séparation des pouvoirs? Quelles sont les choses immédiates qu'il faudra mener et sur lesquelles on va construire notre programme? Comment on va convaincre les Israéliens que c'est là-dessus qu'il faut agir et qu'ils nous donnent la confiance en votant? Avant tout, au niveau des valeurs, la chose la plus importante, c'est de créer une commission d'enquête nationale sur le massacre. Maintenant, Netanyahou refuse et essaie de torpiller la création d'une telle commission d'enquête nationale, et nous savons tous pourquoi. Donc, au niveau moral, au niveau des valeurs, il faut que cette enquête soit menée et pour éviter que cela se reproduise. Il y a le plan de constitution en Israël pour détricoter les lois de la révolution juridique qui sont passées. Il y a des choses très dangereuses qui ont déjà été votées, comme par exemple l'élargissement des pouvoirs des tribunaux rabbiniques. Le gouvernement a donné encore beaucoup de force aux tribunaux rabbiniques qui sont contrôlés par le grand rabbinat. Donc, annuler ceci, annuler ce qu'a fait Yariv Levin de changement de composition de la commission d'élection des juges. Il veut prendre le contrôle des tribunaux et nommer les juges pour traiter de... Donc, il faudra détricoter tout ça, beaucoup d'autres choses encore. Ils veulent transformer, par exemple, le conseil juridique du gouvernement en nomination politique. Donc, là, encore une fois, il faudra annuler tout ce qu'ils ont fait. Mais au-delà des annulations, il y aura des lois qui devront être votées pour renforcer la démocratie, la limitation du siège d'un gouvernement en 2 mandats, que les élus ne puissent pas rester en poste s'ils sont accusés au pénal. Renforcer et ancrer dans la loi les libertés et les droits civiques, le droit à l'égalité, la liberté de manifester, la liberté d'expression, le renforcement de la presse, soutenir et renforcer les tribunaux. Donc, quand il y aura des tribunaux et des gardiens de la loi assez forts, eh bien, cela permettra de protéger aussi les droits des Arabes. Et je suis persuadée que nous nous battrons pour la mise en place d'une loi sur l'égalité pour qu'on ne puisse pas non seulement léser les Arabes, mais toutes les autres populations affaiblies. Le gouvernement aujourd'hui porte atteinte aussi aux habitants du Nord, par exemple, et aussi contre les orthodoxes, aussi dans le domaine de l'éducation. D'abord et avant tout, il y a ce qu'on appelle le programme central d'éducation, mathématiques, anglais et les matières générales. Aujourd'hui, les partis ultra-orthodoxes refusent que les enfants de leur secteur fassent ces études. Ils ne doivent étudier, selon eux, uniquement la Torah et la Gemara. Et en réalité, ils portent atteinte à ces enfants qui n'auront pas les instruments pour la vie. Sans savoir l'anglais, sans savoir compter et écrire ou lire correctement, et sans avoir toutes ces capacités sociales, tout se fait sans aucun contrôle et selon les directives du rabbin ou du mélamed, de l'enseignant de yeshiva. Et donc, il faut que les enfants aient tous les outils pour la vie. Un des outils les plus importants en Israël, c'est aussi d'apprendre l'arabe. 22% des citoyens israéliens sont des citoyens arabes israéliens
Et il est intolérable que nous ne sachions pas nous parler. Et beaucoup de la haine et du racisme et de la violence, en fin de compte, découle du fait qu'on ne se rencontre pas et qu'on ne sait pas parler ensemble, et on entend que l'incitation à la violence et on sait jamais, on leur a jamais directement posé la question: comment tu t'appelles, où t'habites, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu veux? On les rencontre parfois comme pharmaciens L'israélien sur ou ça, c'est comme arabe. גם במובן הכלכלי יש Et הרי את donc, au ועדת niveau הכספים, économique, il y a la commission ישראל des חייבת finances. לאמץ סדר Israël doit עדיפויות adopter חדש un ordre de שמבוסס על priorité שוויון, totalement différent גם qui soit basé בחובות sur וגם l'égalité בזכויות. des devoirs et כולם des droits. חייבים Tout le במידת monde האפשר doit, dans la לשרת mesure את du המדינה, possible, בין אם servir זה le בצה"ל pays, ובין אם que זה ce שירות soit dans לאומי, l'armée ou dans un אבל service לכולם יש national, זכות mais tous ont aussi שווה une égalité des droits à לבריאות, la לרווחה, santé, au לחינוך, social, à לדיור l'éducation, ולקורת גג. au logement. ישראל צריכה להיות מדינה Israël doit être בטוחה un ובטוחה État נוספת, social לכולם au מגיע sens לקבל où את השירותים chacun הבסיסיים doit מהמדינה. recevoir les services ועוד qui דבר lui חשוב reviennent de בחינוך, la part de l'État. זה לא רק לימודי Encore une chose ליבה, importante dans אלא חינוך l'éducation, ce n'est pas לסובלנות. seulement אם אנחנו l'éducation מדברים על centrale de toutes les matières בשנה générales, האחרונה mais אנחנו aussi רואים יותר ויותר אלימות, גם l'éducation à la בבני הנוער. tolérance et contre la violence. יש Nous voyons la violence נוער, arriver chez les זה jeunes. מפחיד לומר, אבל C'est תוקפים effrayant אחד de את dire, השני. on voit des jeunes se ויש הרבה poignarder entre eux. מלחמות Et il ובריונות. y a beaucoup de violence, התוכנית et החינוך בכל le ישראל programme חייבת éducatif en Israël לא לקבל את האלימות, doit rejeter la לדבר אחד עם violence, השני, doit חינוך encourager le לסובלנות, dialogue, חינוך doit לדמוקרטיה. מה זה encourager la דמוקרטיה? זה לא tolérance רק et הצבעה éduquer à בקלפי, la démocratie. La אלא démocratie, ce n'est pas פלורליזם, seulement אלא voter à לקבל l'urne, את הקולות mais c'est aussi השונים, le רק pluralisme, חופש המחאה, écouter les autres, זה la שזה liberté de בסדר לבקר את manifestation, השלטון, qu'on a le droit de רצוי, critiquer le pouvoir, c'est même והמשטרה לא צריכה souhaitable, et que לעכב la ההליך police ne שלה. doit pas réprimer המשטרה צריכה les לאפשר את ההליך, כי manifestations, מדינה mais doit les דמוקרטית permettre, parce qu'un État שבטוחה בעצמה démocratique, sûr לא de רק lui, יכולה, אלא non צריכה seulement peut, לאפשר mais מחאה doit של הציבור permettre נגד les הממשלה, protestations du grand והממשלה public contre le מחכה gouvernement. וציפייה Et le רוצה gouvernement לשמוע מה הציבור doit חושב. écouter זה et צריך entendre להיות ce que pense le בתוכנית public. החינוך. Ça doit faire אז יש partie הרבה מה לעשות du programme éducatif. Il y a beaucoup à faire. בחינוך, וכמובן במערכת המשפט. Et bien sûr, au niveau מפלגה du système juridique. דמוקרטית, Et le ליברלית, rôle d'un parti המפלגה libéral היחידה תהיה démocrate, מפלגת הדמוקרטים, le parti des démocrates, c'est de préserver en permanence et de défendre les valeurs libérales, les valeurs de la gauche, pour s'opposer à la poursuite de l'annexion. C'est pas sûr qu'on arrivera à la séparation, mais promouvoir la coopération judéo-arabe politiquement dans le parti et rappeler constamment l'aspiration à la paix, être cette voix qui rappelle combien on a besoin de la paix, qu'on a besoin d'évacuer les implantations illégales, rejeter la violence juive et des implantations, être cette voix-là par X que nous sommes un pays démocratique, libéral, qui ne considère pas la coopération judéo-arabe comme une menace, mais comme un trésor qui fera le bien pour le pays. Merci Nava. Et je pense qu'on aurait encore énormément de choses à dire. Je voudrais dire quelques mots de conclusion sur tout ce qui s'est dit. Évidemment, il pourrait se dire encore énormément de choses. Je voudrais déjà remercier chaleureusement Lior et Nava. Nava, à la dernière minute, qui nous a rejoint, remplaçant au pied levé Yaya Fink. Merci beaucoup. C'est l'occasion de redire et de dire mon admiration pour le travail, l'énergie absolument extraordinaire que dégage Nava au quotidien dans tous les combats. Je voudrais dire une chose. Nous avons à arrêter les choses qui ont été entamées et qui font du mal à la société israélienne, et ça a été largement évoqué. Il y a une chose, à mon avis, qui est le vrai challenge, le plus important, qui est un challenge, je dirais presque éthique, moral, politique au sens large, pas la grande politique. Notre pays est composé d'îlots et la violence participe des confrontations de ces îlots. Il y a les îlots orthodoxes, il y a les mondes qui n'arrivent plus à se parler, et lorsque les mondes ne se parlent plus, lorsqu'on entretient, on le voit bien, diviser pour mieux régner, lorsqu'on a dirigé ce pays pendant 20 ans et qu'on a assis son pouvoir sur la division entre les composantes de la société, on a créé des véritables
territoires perdus de l'État d'Israël, que ce soit dans le Negev aussi, avec les Bédouins, et le trafic de drogue et d'armes, que ce soit avec les orthodoxes qui sont un État dans l'État, que ce soit comme on l'a vu de façon très illustrée avec ce qui arrive en Cisjordanie avec la violence des colons. Nous avons des îlots qui s'ignorent quand ils ne se confrontent pas, et notre mission, déjà évidemment, d'arrêter ce qui a été fait depuis 4 ans, mais on doit se projeter, et le travail qui va commencer, ça va être de recréer des ponts. Et on a évoqué évidemment les ponts entre nous et les Palestiniens pour arriver à apaiser et trouver une solution à ce conflit, mais aussi à l'intérieur même de notre société, à nous reparler, à ce que ces mondes qui parfois s'ignorent et se confrontent puissent se parler, puissent dialoguer. À mon avis, c'est une des grandes missions. Et je pense que autant, c'est pour moi et pour beaucoup de gens, autant on a été une arme de combat. Moi, 5 ans, j'ai été dans la rue presque toutes les semaines. J'ai écrit, j'ai fait des vidéos. Je vous invite d'ailleurs à nous retrouver sur les réseaux sociaux, les démocrates mobilisés. Mais aussi, il va falloir trouver la même énergie, la même force, malgré la fatigue, pour construire, pour se projeter et dire, on a aussi, nous, un projet de démocratie libérale avec des choses, avec des perspectives, pas seulement de réparer, mais aussi de construire, reconstruire notre système électoral, reconstruire un certain nombre de domaines, la justice sociale, etc. Donc, un grand merci à tous, votre présence, un grand merci à Nava et Lior, un merci à David, Ilan, Sylvie, avec qui on a organisé. Et j'espère de tout cœur qu'il y aura un maximum de gens qui vont se mobiliser pour ces élections. J'espère de tout cœur, non seulement qu'ils viendront voter, mais qu'une fois qu'on aura voté, on participera avec la même énergie, avec la même ambition, avec la même candeur de construire le sionisme 2.0, de construire autre chose que ce dans quoi on a été engagé, il faut bien le dire, depuis plus d'une vingtaine d'années. Merci à tous, merci pour cette formidable soirée, merci chers amis. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres mots de conclusion, David? Je te laisse la parole, Alain. Oui, juste quelques mots, bien sûr. Non, juste parce que certaines questions n'ont pas été posées, enfin, on n'a pas pu y répondre à tout. Je voudrais juste préciser, parce qu'effectivement, on se trouve à 3 mois, plus ou moins, des élections. C'est maintenant que la campagne est lancée. Est-ce que la question palestinienne sera ou pas un sujet? Ce n'est pas forcément le sujet aujourd'hui au centre des préoccupations des Israéliens. C'est plus les questions qui ont été abordées ce soir. On demande est-ce que le Parti des démocrates veut mettre en avant la question des 2 États ou pas. Je veux juste préciser et rappeler ce que dit Yair Golan généralement dans toutes ses interventions. Il dit l'idée dominante en Israël depuis des années, c'est de dire on gère le conflit. On ne le résout pas. Et Netanyahou a réussi à faire passer cette notion de gestion du conflit depuis des années. L'approche qu'ont les démocrates aujourd'hui, c'est de dire qu'il faut le résoudre. Et, progressivement, rétablir la confiance entre les deux bords, trouver des partenaires et d'abord commencer par un changement de gouvernement en Israël. C'est la première des étapes du côté israélien et du côté palestinien aussi. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans un processus. On ne passera pas du jour au lendemain de l'état actuel à tout ce qu'on espère, mais c'est un processus dans lequel beaucoup de forces en Israël se mobilisent et elles vont continuer à se mobiliser dans les 3 mois à venir. Donc notre prochaine réunion aura lieu à peu près probablement vers la fin du mois de juin, vous serez prévenus. Justement, ce sera un dialogue avec des journalistes israéliens francophones qui permettront d'aborder plus les questions politiques de cette campagne électorale. Je tiens à remercier les 2 traductrices qui ont fait un travail difficile. Bonsoir à tous. Leitraot, toda rabba lachem. Toda rabba, bonsoir. Leitraot, bye bye. Et on se revoit à la fin du mois de juin. תודה רבה. בואו להצביע. David Merouba.